Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Alors déjà, pour commencer cet épisode, normalement il sortira le 1er janvier, donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année, qu'elle soit franchement pleine de bonheur, pleine d'accessibilité, je crois encore un petit peu au Père Noël, donc à voir. Mais en tout cas, j'espère qu'elle sera très très bonne pour vous et qu'il y aura plein de projets et que vous allez pouvoir vous épanouir tout au long de cette année. Ensuite, du coup, on va commencer l'épisode gentiment par un petit rappel. Vous savez que depuis à peu près un mois maintenant, j'ai mon site internet qui est en ligne, où vous retrouvez du coup les articles associés au podcast, des articles de blog. Pour l'instant, j'ai pas été très prolifique sur la partie blog, mais ça devrait commencer à arriver d'ici peu. N'hésitez pas à vous abonner soit à la newsletter, qui pour l'instant vous recevez une newsletter par mois. J'ai pas encore fait celle de décembre, mais elle sera faite dans peu de temps. Donc une newsletter par mois avec le rappel des articles du blog et du podcast. Et puis des nouveautés aussi de temps en temps d'un bureau dans la ville. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, si vous êtes utilisateur des flux RSS, dans le bas de page de mon site, sur chaque page, vous avez les liens des flux RSS qui sont soit celui de tout le site, soit celui du podcast, soit celui du blog. Clairement, si vous voulez tout avoir, vous prenez celui de tout. Et si vous êtes sur iPhone, vous pouvez utiliser l'application NetNewsWire, donc N-E-T-W-I-E, n'importe quoi. Donc Net, N-E-T, News, N-E-W-S, et Wire, W-I-R-E. C'est une application qui est plutôt très très accessible, je trouve, pour les flux RSS. Personnellement, j'utilise sur Mac et sur iPhone. Et je trouve qu'elle fonctionne très bien, elle est gratuite, donc allez-y. Peut-être que je ferai une petite présentation de cette application un jour, qui est toutefois vraiment pratique. Pareil sur mon site, vous pouvez me soutenir aussi si vous souhaitez, donc soit en partageant, soit bien sûr en écoutant ce podcast, et aussi si vous le pouvez, faites un petit don via PayPal. Et c'est vrai que je parlais de la souveraineté numérique, et c'est une des seules choses que j'ai pas en version, on va dire, française ou européenne. Il faudrait que je fasse des petites recherches pour les dons, s'il y en a qui préfèrent peut-être. Mais n'hésitez pas, même 1 euro par mois, ça me soutient et ça me permet de ne pas être totalement en autofinancement. Donc voilà pour les petits appels au départ. Et on va commencer l'épisode. Vous avez pu le voir sur le titre, on va parler de Rubik's Cube. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le Rubik's Cube? Alors je ne ferai pas un historique parce que je ne suis pas assez calé pour vous faire toutes les dates de création, tout ça, tout ça. Mais déjà, c'est quoi un Rubik's Cube? Déjà, c'est un cube. Et oui, c'était marqué dans le nom, mais des fois, on peut se faire avoir. Donc c'est un cube qui a forcément du coup 6 faces. Chaque face a une couleur différente. Donc on a du jaune, du blanc, du bleu, du vert, du rouge et du orange. Ok, donc ça c'est pour à quoi ça ressemble. Chaque face, elle est divisée en 9 petites parties. Donc c'est-à-dire que le cube va pouvoir bouger. À chaque fois, ça fait 3 lignes et 3 colonnes par face. Donc du coup, le cube peut tourner sur lui-même pour mélanger bien sûr toutes ses faces. Et le but du Rubik's Cube, c'est de remettre toutes les faces de couleur complète, c'est-à-dire que la face jaune soit totalement jaune, et ainsi de suite. Ensuite, si on doit définir un petit peu quelques mots de vocabulaire sur ce Rubik's Cube, on a 3 types de pièces dans un Rubik's Cube. On a les centres. Donc les centres, c'est la pièce centrale du Rubik's Cube classique, du 3x3. Parce que, pareil, je le mets là comme ça, mais il n'existe pas que des Rubik's Cube 3x3, il y en a des 2x2. Je crois que j'ai vu un max que j'ai vu en vente, en tout cas, à des prix qui sont encore décents. J'ai vu un 13x13, c'est-à-dire 13 lignes, 13 colonnes. Ça commence à faire du gros cube, personnellement. Le plus gros que j'ai à la maison, c'est un 7x7. Mais revenons. Donc, les centres. Donc c'est vraiment, sur le Rubik's Cube 3x3, il y en a un par face qui permet en fait d'avoir vraiment le centre de la couleur. C'est-à-dire que cette pièce-là ne bouge pas et elle n'a qu'une facette. D'accord. Ensuite, on a les arêtes. Les arêtes, ça va être les pièces qui sont sur 2 faces à la fois. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une arête qui va être, par exemple, blanche et verte. Je vais avoir une arête blanche bleue, blanche orange, blanche rouge. Par contre, j'aurai pas de blanche jaune. Ça n'existe pas parce que le blanc et le jaune sont opposés sur le cube. Donc, du coup, ces arêtes, elles ont 2 facettes. Donc, elles sont à la fois sur 2 faces. Et ensuite, nous avons les coins. Les coins,
c'est, comme son nom l'indique, ce sont les pièces qui font les coins du cube. Et donc, elles sont avec 3 couleurs. Donc, par exemple, on pourrait avoir que je ne me trompe pas, par exemple, du blanc, orange et bleu, si je ne me suis pas trompé. C'est soit orange-bleu, soit orange-vert. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Et du coup, ce Rubik's Cube, par défaut, quand on l'achète, généralement, moi, dans tous ceux que j'ai eus en tout cas, ils étaient résolus quand on les sort de la boîte. Et là, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va directement enchaîner sur la partie adaptation du Rubik's Cube. Parce que oui, c'est adaptable et c'est résolvable par un Miro. Et alors moi, ça fait déjà pas mal d'années que j'ai adapté les miens. Je crois que le Rubik's Cube, je me suis mis en 2018, 2019, quelque chose comme ça. Et je vais vous donner mes petits conseils d'adaptation d'un Rubik's Cube. Parce qu'on peut en trouver des déjà adaptés. Moi, c'est mon cas, j'ai acheté un cube où c'est écrit en braille dessus. Donc, par exemple, pour le blanc, c'est écrit WHI comme white. Le rouge, c'est écrit red, donc RED, ça c'est bon, ça rentre comme rouge. Green, c'est GRE pour vert. Le orange, c'est ORA pour du coup orange. Et le blue, c'est BLU pour bleu. Et il y a le yellow, du coup, pour le jaune, c'est YEL. Mais moi, j'ai un petit côté compétiteur, vous avez pu le remarquer de temps en temps dans certains épisodes. Ça me convenait pas ce truc-là déjà parce que le cube est de qualité plutôt médiocre en termes de rotation, enfin ça accroche beaucoup. On a l'impression d'avoir un cube à 3 euros alors qu'il m'a coûté 50 balles. Alors c'est une belle initiative, hein, mais si derrière c'est pour une expérience désastreuse, ça me fait chier d'avoir du braille sur quelque chose comme ça et qui tourne pas bien et du coup je peux pas m'exploiter dans mes vitesses que je souhaite. Ensuite, ce que j'ai fait, première adaptation d'un cube, j'avais ma pince d'IMO, donc ça j'en ai parlé dans les dictages, et ce que j'ai fait, j'ai mis un point sur la face blanche, deux points sur la face bleue, 3 points sur la face, que je vous dise pas des boubilles, 3 points c'est sur la face orange, 4 sur le rouge, et 5 points sur le vert, et 6 points sur le jaune. Alors pourquoi j'ai fait ça comme adaptation? Déjà au niveau des points, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours le même système, mais je n'utilise plus la pince d'IMO. Principalement pour une raison, la pince d'IMO. Comment dire? La pince d'IMO, ce qui est bien, c'est que pour adapter les étiquettes, c'est très très bien. Sauf que le problème, c'est que si l'étiquette n'est pas assez longue et il n'y a pas assez d'espace collant, vu qu'elle est stockée recourbée, forcément, parce qu'elle est enroulée dans un petit support, eh bien, elle garde cette phase un petit peu, cette forme arrondie. Et moi, à chaque fois, ça a été la galère. J'ai des étiquettes qui sautaient parce que l'arrondi revenait naturellement. Et c'était un peu le souci que j'ai avec cette pince. Et aujourd'hui, j'utilise ma plaquette avec ma plaquette à cuvette, un poinçon. J'ai des plaques auto-adhésives là, qu'on trouve à l'AVH. C'est des plaques pour mettre ces étiquettes en fait qu'on peut mettre sur n'importe quel support. Et en fait, je les découpe au fur et à mesure. Donc, je fais mes petits points, je prends mon petit ciseau, je découpe. Ça fait un atelier pratique. Pour vous dire, un Rubik's Cube classique de 3x3, ça me prend environ entre 50 minutes et 1 heure à adapter. Voilà. Et donc, si je reviens à mes histoires de petits points, pourquoi j'ai mis un point sur le blanc, 6 sur le jaune, 3 sur le orange, 4 sur le rouge, 2 sur le vert, 2 sur le bleu et 5 sur le vert. En fait, il faut savoir une chose sur le Rubik's Cube, les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Il faut savoir que les faces opposées, donc c'est-à-dire le blanc, le jaune, le vert, le bleu, le orange, le rouge, si vous remarquez bien, il y a une chose qui correspond, c'est que quand vous ajoutez du jaune à une des couleurs, par exemple, quand vous ajoutez du jaune au blanc, ça fait jaune. Quand vous ajoutez du jaune au bleu, ça fait du vert. Et quand vous ajoutez du jaune, ajouter et jaune, c'est compliqué à dire ce matin. Quand j'étais du jaune au rouge, ça fait du orange. Et dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, je fais du jeu de rôle. Et en jeu de rôle, on utilise des dés. Et du coup, dans le dé à 6 faces, que même vous utilisez par exemple au Yahtzee, à n'importe quel jeu, au Monopoly, je crois qu'on utilise des dés à 6 faces, eh bien si vous regardez bien, le dé à 6 faces, comment il est construit? Le 1 est en face du 6, le 2 est en face du 5, et le 3 en face du 4. En fait, pour les dés de ce type, c'est un nom, c'est des polyèdres réguliers, ça c'est mathématique, dès le matin c'est fort. Il faut savoir que les polyèdres réguliers, quand c'est des dés, donc on va avoir des dés à 20 faces, des dés à 12 faces, des dés à 6 faces, à 8 faces, à 4 faces aussi. Mais normalement dans ces dés, donc ils sont des polyèdres réguliers, c'est-à-dire que chaque face a le même nombre d'arêtes et de sommets. Et bien du coup, les faces opposées, c'est les sommes, par exemple un dé à 6 faces, le classique. Si je fais
la somme de mon dé plus 1, ça sera toujours la somme de mes deux faces opposées. Par exemple, 6 plus 1, ça fait 7. 3 plus 4, ça fait 7. 5 plus 2, ça fait 7. Et ça, vous pouvez regarder sur tous les dés, ça sera toujours comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, si je fais pareil, vu que les faces opposées, elles ont un lien sur mon Rubik's Cube et sur mon dé, et bien sur le blanc, je mets 1 point, sur le jaune, je mets 6 points, comme ça fait comme un dé, et en fait, c'est comme ça qu'est venu. Et pourquoi j'ai mis le blanc 1 point? Parce que blanc, il n'y a rien. J'ai même hésité à ne rien mettre, et je me suis dit, non, mais tu fais ça avec un dé. Donc, du coup, mets 1 point, 6 points sur le jaune. Le bleu, parce que bleu, ça commence par B. B, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Donc, j'ai mis 2 points. Donc, forcément, vert, 5 points. Et ensuite, orange et rouge. Pourquoi j'ai mis rouge 4 points? Parce qu'en fait, c'est venu plutôt de rouge 4 points. C'est parce que, en fait, dans ma tête, peut-être que certains se souviennent de ça, mais on va parler des Nintendo DS. À l'époque, on pouvait acheter ce qu'on appelait une R4. Donc R4, red, rouge 4. Et ben du coup, pour moi, c'était tout... dans ma tête, c'était un bon moyen mémotechnique au tout début. Maintenant, je réfléchis même plus. Mais voilà. Et donc, du coup, l'adaptation de mon cube, c'est comme ça, en fait, sur chaque petite facette, du coup, je mets une étiquette de la couleur correspondante. Ce qui fait en plus que ça ne dénature pas du tout le Rubik's Cube, parce que les étiquettes sont transparentes. Donc ça marche plutôt bien. Et ce qui fait qu'à très très bas coût, eh bien, on peut adapter un Rubik's Cube, parce qu'en gros, sur Amazon, vous trouvez des Rubik's Cube entre 3 et 10 euros pour des 3x3. Moi, ce que je vous conseille, un petit conseil d'achat, c'est d'acheter des modèles stickerless, donc c'est-à-dire sans étiquette, parce qu'en fait, par défaut, des fois, c'est des étiquettes de couleurs qui sont collées sur du Rubik's Cube, et ça, nous, quand on vient coller notre étiquette en braille, des fois, ça colle pas bien, parce que l'adhérence n'est pas bonne. Et l'avantage, quand vous avez directement le plastique sous la main sur les Rubik's Cube stickerless, c'est que si l'étiquette ne colle pas bien, vous prenez un petit morceau de papier de verre ou une lime à ongles, un truc comme ça, vous frottez un petit peu la face, et ça va en fait devenir un peu plus poreux, et ça devrait vous permettre de mieux coller. Et après, si besoin, vous prenez de la colle, et puis vous collez directement l'étiquette. C'est un truc que j'ai encore jamais fait, mais je pense que sur certains, je vais le faire, parce que j'en ai marre d'avoir des étiquettes qui se décollent. Parce que oui, forcément, c'est de la colle, donc dès qu'il fait très chaud, la colle a tendance à un petit peu fondre. Le froid, ça va, mais c'est surtout la chaleur où ça fait que les étiquettes se décollent. Ensuite, pourquoi je vous parle du Rubik's Cube? Là, je vous ai parlé un peu d'adaptation rapidement. De toute façon, je mettrai un article de blog où je mettrai aussi la résolution du Rubik's Cube. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui en épisode, parce que je trouve ça d'aucun intérêt. Mais pourquoi je me suis mis au Rubik's Cube au départ? Alors, au tout début, c'était plutôt pour un petit défi personnel. Mais ensuite, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que ça peut apporter le Rubik's Cube? Ça apporte plusieurs choses. Déjà, vous allez travailler votre dextérité. Pourquoi la dextérité? Vous allez devoir... comment dire? Hop, j'arrête mon alarme parce qu'il est 7h30. Donc vous allez devoir déjà manipuler le Rubik's Cube. Ça tourne, ça bouge. C'est pas toujours évident d'être bien en face à chaque fois. Il faut accepter que si c'est pas bien mis, le cube ne tourne pas bien. Donc du coup, ça demande aussi de la précision. Ça, c'est plutôt bien pour manipuler, apprendre à toucher. En plus, avec le braille, et les points dessus, parce que ce n'est pas du braille, hein, j'utilise juste du relief et du marquage en relief. Hein. Vraiment, je le précise pour les personnes qui voient. Je pense que pour les Miro, vous avez bien compris que, alors bien sûr, ça correspond à des lettres en braille, mais ce n'est pas le code braille que j'utilise, c'est vraiment juste le nombre de points qui compte. Et du coup, ce n'est que du relief. Ensuite, donc, on a travaillé cette dextérité, mais il y a une chose aussi qui va beaucoup compter, parce que les formules de résolution du Rubik's Cube, la majorité, on est sur entre 6 et 8 mouvements par formule pour pouvoir placer notre pièce où on souhaite. Et en fait, quand on apprend à le faire, il faut réussir à visualiser ce qui se passe sur mon cube, quelle pièce bouge. Alors, pas toutes, hein, on se concentre sur une au départ, et on essaie de voir quel est l'impact de ma formule sur mon cube. Et bien ça, du coup, ça vous force à visualiser la pièce que vous avez pris on va dire, la pièce que vous voulez bouger, à visualiser pendant la formule où est-ce qu'elle bouge, comment elle bouge, parce que le but, c'est pas juste de faire le cube, on a la formule, paf, on la fait, on réfléchit pas, on fait. Non, le but, c'est aussi de se dire, tiens, je visualise comment ça bouge, comment tout se met ensemble. Et là, c'est là que ça devient intéressant pour nous, parce que la visualisation, la représentation mentale de ce cube, une fois qu'on la maîtrise, en vrai, on peut l'adapter sur énormément de choses. En fait, on peut généraliser cet apprentissage. Et c'est ça, moi, mon gros avantage que j'ai fait, en fait, dans ma vie de tous les jours de Miro,
Et oui, je vais parler aussi de ça aussi. On parle du Rubik's Cube, mais aussi de comment ça m'a aidé. Alors, en fait, c'est que ça me permet de visualiser, par exemple, pour un trajet. Quand on m'explique un trajet, dans ma tête, je visualise les étapes, je les pose, je les déplace, enfin, je me fais une carte mentale. Et en fait, si vous arrivez à vous faire une carte mentale avec le Rubik's Cube, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à l'adapter à d'autres méthodes, à d'autres passages de votre vie. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Donc, du coup, ça permet de faire ça. Et bah, déjà, rien que ces deux choses, dextérité, visualisation mentale, c'est déjà très très bien. Parce que souvent, ça aide, et je parle des déplacements, mais ça aide aussi sur l'informatique qui est beaucoup moins palpable qu'un déplacement ou qu'un Rubik's Cube. Et dans l'informatique, moi, le fait de pouvoir me représenter comment je me déplace, et en fait, mon petit curseur, que ce soit VoiceOver, NVDA, JAWS sur l'iPhone, bah, je déplace un petit bonhomme en fait dans mon ordinateur. Et c'est ça aussi, je me dis, bah hop, le petit bonhomme, là, il va à droite, il va à gauche, il rentre, il ressort, il tape des choses, il pique un truc, ça c'est pour le téléchargement. Et clairement, bah, ce petit bonhomme, il bouge, il vit, et le Rubik's Cube, quand il bouge, bah, il vit aussi. Et ça qui est plutôt chouette, et l'adaptation se fait rapidement. Je vais faire des petits conseils rapidement aussi là sur le Rubik's Cube. Ne vous dites pas, je vais acheter un 2x2, il y a moins de pièces, c'est plus facile. Le Rubik's Cube 2x2 est plus difficile à gérer que le 3x3. D'ailleurs, tous les cubes pairs, donc avec des nombres pairs d'arêtes, enfin de pièces, c'est 2x2, 4x4, 6x6, sont souvent plus difficiles parce il y a une règle de parité, donc il y a parité en termes mathématiques, à gérer, que l'on n'a pas en cube impair, donc 3x3, 5x5, 7x7 et ainsi de suite. Et du coup, moi je vous conseille forcément de commencer par le 3x3. Je vous avoue, j'ai adapté tout seul le 3x3, un 4, un 5, un 6. Et en fait, mon marquage, vu que ça prend la taille d'une cellule braille, malheureusement, à partir du 6, ça commence à être un peu la galère parce que les pièces deviennent de plus en plus petites. Et donc, du coup, c'est là où moi j'ai une amie, merci Anne-Laure, du coup, qui m'a adapté un Rubik's Cube 7x7 avec pas mal de textures différentes, de formes différentes. Donc, elle a utilisé de la pâte à relief. Elle a utilisé des trucs qui ressemblent un peu à un peu des antidérapants autocollants qu'elle a découpés, du tissu aussi autocollant qu'elle a découpé. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre dessus? Bah, la pâte à relief, sur une face, elle a mis un trait qui est en diagonale de la pièce. J'en ai où il n'y a rien du tout. J'ai une face, je crois que c'est la blanche où il n'y a rien du tout. Et j'ai une face jaune où il n'y a qu'un point. Donc du coup, voilà, ça on l'avait vu un peu ensemble comment adapter. Et en fait, elle m'a adapté plein de petits cubes Anne parce qu'elle sait que j'adore les Rubik's Cube. Et donc du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Et après, il existe aussi des Rubik's Cube avec des tailles de pièces qui sont, enfin, chaque pièce du cube a une taille différente. Donc pas besoin de le marquer, parce qu'en fait c'est la taille qui compte. Et bah, j'en ai deux là qui sont chez moi. Souvent c'est des cubes qui sont brillants. J'en avais un argent, un or. Et en fait ces cubes-là, bah, c'est la taille de la pièce qui discrimine là où elle va. Il y a aussi des cubes qui ne sont plus des cubes. J'en ai un qui est en forme. Chaque, euh, chaque face en fait c'est un hexagone ou un pentagone, je sais plus si c'était... Non, c'est un pentagone. Et donc, du coup, ça fait 12 faces au total, et chaque face a 5 côtés. Donc, mais c'est le même principe parce que chaque arête de la face a une pièce arête et une pièce coin, enfin deux pièces coin du coup. Donc, ça existe aussi. J'ai un cube aussi en forme d'œuf, voilà, qui s'appelle le œuf cube. Voilà, mais c'est un œuf, donc pareil, c'est assez rigolo à faire. Donc voilà, donc j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, ouais, la transition est assez brutale ce matin. Mais en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager. J'aurai un article de blog qui va être sur la résolution des cubes 3x3. Potentiellement, je ferai aussi une résolution des cubes au-dessus. Il y a des méthodes assez simples en fait, et quand on comprend, ça le fait. D'ailleurs, je fais fin d'épisode, mais j'oublie une chose. Comment j'ai fait moi pour apprendre à résoudre un cube? Parce que n'allez pas voir les vidéos YouTube. La majorité, elles vont vous faire, vous faites comme ci, comme ça. Ok, très bien, mais tu peux me dire ce que tu as fait réellement parce que là, tu as montré, mais t'as pas dit. Et pour nous, c'était juste horrible. Et j'ai découvert un site qui s'appelle FrancoCube, qui est un site français de Rubik's Cube. Et en fait, alors, il y a beaucoup d'animations en 3D, mais chaque formule en dessous, elle est écrite. Donc, par exemple, si vous devez faire, je sais pas, U2, R', L, de B et F, donc ça c'est pareil, j'en ai pas parlé du marquage, mais j'en parlerai dans l'article de blog, je vais pas trop vous surcharger aujourd'hui. Bah, en fait, vous savez ce que vous avez à faire.
Et juste, remarque, si je peux faire assez rapidement, chaque face, dans la résolution avec les formules, elle est marquée. Donc la face du dessus, c'est le U pour up. La face d'en dessous, c'est D pour down. La face de devant, c'est F pour front. La face de derrière, c'est B pour back. La face de gauche, c'est L pour left. Et la face de droite, c'est R pour right. Et en fait, du coup, ça, c'est un marquage international. Et je réfléchissais ce matin en préparant l'épisode. Je dis, mais heureusement que c'est pas en français parce que droite, c'est D. Devant, c'est D. Derrière, c'est D. Dessus, c'est D. Dessous, c'est D. Et gauche, c'est G. Ça aurait été un peu le bazar. Vous faites D. Ok, mais c'est laquelle? Mais en tout cas, voilà, donc sur cette petite touche d'humour et ce rapide marquage, et de toute façon, quand je disais, il y aura un article de blog, pas tout de suite, parce que du coup, il faut le temps de l'écrire et de ne pas se tromper dans les formules que je vais vous donner. Mais en tout cas, donc, bien entendu, partagez l'épisode, commentez-le, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et comme d'hab, je suis disponible sur toutes les plateformes d'écoute, ça vous le savez. Comme dit en début d'épisode, vous avez mon site internet pour tout retrouver et me soutenir si vous le souhaitez. Et je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à bientôt dans Un Miro dans la ville.